à laquelle participe donc Véronique Pécourt, donc directrice juridique de CDC Habitat Group, Bérangère Joly, directrice juridique de la Fédération des promoteurs immobiliers, maître Jean-Jacques Raquin, avocat associé LRT, la Cour de Raquin, Tatar, et maître Jacques-Laurent Renucci, notaire associé de chez Thibierge, et moi-même, président de Juridim, et secrétaire surtout de la FDCI aujourd'hui. Et donc, l'objectif de cette table ronde est de rentrer vraiment dans le côté pratique de chacun d'entre nous, dans notre quotidien. Et bien que ce matin, c'était déjà un traitement très pratique qui a été donné, avec des questions qui restent en suspens. Évidemment, on n'a pas eu le temps de faire des questions-réponses, parce que moi, j'en ai encore quelques-unes à poser, notamment à Madame Gonel Durand-Pasquier, sur la fin des sociétés. Mais je vais commencer tout de suite à donner la parole à Véronique Pécourt, puisque elle va nous raconter son expérience quotidienne chez CDC Habitat, et puis après on va continuer la table ronde de manière un peu plus fluide, c'est-à-dire sans slide. Véronique, à toi. Je vais essayer de faire fluide quand même, malgré mes slides, pour vous faire un retour d'expérience sur les opérations de copromotion qui sont conduites par le groupe CDC Habitat. Effectivement, cette pratique qui était une pratique entre promoteurs au départ, c'est pour ça que les conventions de gestion, enfin les actes sont plutôt nés de la pratique et la reflètent très fidèlement, a été investi par d'autres. Au début, moi, j'ai été très longtemps directeur juridique de Postimo, donc on a fait un certain nombre d'opérations de copromotion pour pouvoir valoriser nos fonciers et, au-delà de la plus-value qu'on pouvait récupérer, partager la marge de promotion et les honoraires. Et puis, chez CDC Habitat, assez récemment, mais enfin depuis 2020, on s'est mis aussi à faire des opérations de copromotion et encore plus récemment, des opérations de portage et copromotion. Alors, les intervenants qui sont intervenus avant moi vous ont bien réexpliqué tout le contexte réglementaire et tous les outils qui étaient disponibles. Et on voit bien que pour un groupe à capitaux publics comme CDC Habitat, il y a quand même quelques écueils à éviter ou quelques bouées à passer pour naviguer dans cet environnement. Alors, je vais vous faire quelques petits rappels sur nous pour que vous voyez un petit peu quel est le navire qui doit naviguer dans cet environnement. Et là-dessus, je vais... Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que le groupe CDC Habitat? Quelquefois, on a beaucoup de mal à se définir quand on entend les différences, en disant est-ce que je suis public, est-ce que je suis privé? En gros, j'ai des questions existentielles. CDC Habitat, c'est une SEM, donc c'est une société d'économie mixte, qui est quand même filiale à 99,9% de la Caisse des dépôts. Dans le groupe, on a des SA d'HLM et des SIDOM. Les SIDOM, c'est en gros des SA d'HLM, mais qui sont outre-mer. Et puis, on a aussi une société de gestion qui est agréée par l'AMF et qui gère, alors j'ai écrit plus de 35 fonds, mais je crois que c'est plutôt 15 fonds et 35 sociétés filiales, parce que j'ai mes collaborateurs qui me surveillent. Ensuite, on navigue dans un environnement donc, qui a été rappelé, qui est effectivement le code de la construction et de l'habitation, puisqu'on construit des logements, le droit de la commande publique, puisque les ESH et les SIDOM et CDC Habitat d'ailleurs sont des pouvoirs adjudicateurs. Le droit de la concurrence, on va en parler aussi, ça n'a pas été abordé aujourd'hui, je ne vais faire que l'effleurer parce que c'est pas ma spécialité, mais c'est aussi un écueil ou une bouée, je ne sais pas comment on doit l'appeler. Donc voilà un peu l'environnement dans lequel nous naviguons. Alors là j'ai repris une opération de copromotion de façon assez simple. Donc, on vous l'a dit, on constitue une société de projet, donc une SCCV, sauf quand on a une activité commerciale où là, on est obligé soit de passer en SNC, soit en SAS. Donc, entre CDC Habitat et le promoteur. Généralement, CDC Habitat, je vais vous expliquer
Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parce que les SCCV Allure sont quand même extrêmement contraignantes et c'est pour ça qu'on les utilise très peu. Ensuite, effectivement, on se met d'accord avec le promoteur sur la répartition de la marge, les honoraires de gestion et évidemment les missions qui vont avec. Et puis, on conclut un pacte et on conclut une convention de gestion. Les enjeux, je vais insister uniquement sur les enjeux du partenariat. Pour nous, le principal, c'est de pouvoir acheter les logements en fin de parcours. Puisque c'est notre objectif, c'est de sortir 20 000 à 30 000 logements par an en VFA. Et on achète en VFA auprès de ces SCCV. Quand je dis logement, c'est tout logement confondu, que ce soit des logements sociaux, que ce soit des logements intermédiaires, des logements libres ou des résidences gérées, étudiants, seniors, etc. Donc on voit bien qu'on a un peu toute la palette et donc toute la palette des écueils et que chaque cas est particulier puisque dans un programme, il n'y a jamais un programme qui est monoproduit. Donc on est obligé de se poser des tas de questions, on regarde toutes ces réglementations. Donc le premier enjeu, c'est l'acquisition in fine des logements en VFA. Le deuxième enjeu, c'est ces logements généralement, puisqu'on intervient dans la copromotion, on négocie une décote sur laquelle on se met d'accord au départ avec les promoteurs. Le deuxième enjeu, c'est évidemment la marge et les honoraires de gestion, puisqu'on a un certain nombre de missions dans ces CCV et que par conséquent, on se fait rémunérer au même titre que les autres associés. Deuxième contrat en jeu, c'est le pacte. Alors, qu'est-ce qui est important pour nous dans le pacte? Donc, il y a toutes les questions de gérance, et pour nous et pour les promoteurs d'ailleurs, parce que les enjeux, c'est une négociation. Hein, c'est pas... pour les promoteurs, souvent, ils ont besoin d'avoir la gérance. En plus, ils sont beaucoup plus compétents que nous, c'est leur métier. Donc, on leur laisse la gérance. Ils ont souvent besoin, pour des raisons de consolidation, d'avoir aussi le contrôle exclusif de la société. Et donc, dans les enjeux du pacte, je ne sais pas, j'imagine que Jean-Jacques Raquin va en parler un peu plus. Il y a toutes ces questions de contrôle, de décisions importantes, où il ne faut pas qu'on ait des droits de veto en tant qu'associé. Généralement, on est minoritaire sur ces décisions importantes pour tout un tas de raisons, et notamment pour des raisons liées à la consolidation chez nos partenaires. Dans la convention de gestion, le principal enjeu, c'est de ne pas trop participer à la conception. Enfin, en tout cas, on ne se situe pas en amont pour des raisons liées aux droits de la commande publique qui ont été évoquées. Donc, dans la convention de gestion, on prend plutôt des missions qui ne relèvent pas de la conception des logements. Je vous ai remis ensuite le schéma de synthèse de la copromotion. Donc ça correspond, je pense, à tout ce qui a été dit aujourd'hui et c'est repris de façon schématique, sachant que nous, on est généralement minoritaire, le promoteur partenaire majoritaire, et qu'on voit en dessous la vente des logements, donc les logements sociaux, les logements intermédiaires et libres, et les logements en accession. Normalement, tout ça vous a été exposé largement, je n'y reviendrai pas. Là où on a une petite spécificité qui s'est développée récemment, c'est effectivement ces opérations de portage et de copromotion. C'est-à-dire qu'on utilise l'ASCCV pour faire à la fois le portage dans une première phase et la copromotion dans une seconde phase. Donc les enjeux, c'est le même schéma, on acquiert le foncier. Le problème, c'est qu'il y a une phase de portage qui peut aller jusqu'à 3 ans, puisque maintenant on attend les évolutions de PLU. Donc, pendant cette phase, on intervient et on est, pendant cette phase, généralement majoritaire, puisque ça permet aux promoteurs de porter l'opération pendant une durée qui s'allonge de plus en plus. Et puis ensuite, on va passer en phase de copromotion, donc on va revenir dans le schéma que vous connaissez par cœur, et donc on va devenir minoritaire. Donc là, les enjeux,
c'est c'est ce que j'appelle moi le changement de pied, où effectivement il faut qu'on rachète les parts non, pardon, c'est le contraire, c'est le promoteur qui doit racheter nos parts, et donc on doit rémunérer l'investissement en capitaux de l'investisseur que CDC Habitat a constitué pendant toute cette période de portage. Et donc, soit on le fait par une formule de prix au moment de la cession de départ, donc ce qui nous permet d'avoir un TRI de nos capitaux investis, soit on le fait au travers de rémunération de comptes courants d'associés dans les limites de la fiscalité, de la déductibilité des intérêts de compte courant. Voilà. Et ensuite, on revient sur une phase de copromotion tout à fait normale. Alors, je vous ai mis les points d'attention juridique qui vous ont été largement indiqués. Donc, mes bouées sont posées. Je n'ai plus qu'à vous dire comment je tourne autour. Alors, le premier, c'est effectivement le risque en VFA, hein, puisqu'on achète les opérations en fin de parcours. On achète les logements, puisque c'est notre objet social. Donc, comment on fait pour éviter de tomber sous le coup de la commande publique ? D'une part, généralement, on n'achète qu'une part minoritaire d'un programme, puisque c'est du programme on n'achète pas tout. Il y a du logement social, on achète souvent le logement social. Il y a du logement libre, on n'achète pas nécessairement tout. On achète du LLI. D'autre part, on n'achète généralement qu'une fois, enfin, en tout cas, on ne prend l'engagement d'acheter qu'une fois le PC déposé et les financements de la SCCV montés. Donc, on ne va pas signer tout de suite des promesses, mais on va se faire consentir dans le cadre de nos partenariats avec les promoteurs. Je sais pas ce qui se passe. Dans les partenariats avec les promoteurs, donc des droits de préférence, enfin, ou du moins des droits de priorité pour acquérir les logements. Et on va les faire consentir, alors plutôt au profit, quand c'est du logement intermédiaire ou libre, des fonds d'investissement qui, eux, ne sont pas soumis aux droits de la commande publique. Donc, c'est priorité aux fonds d'investissement ou groupe CDC Habitat. Et évidemment, les logements sociaux, ce sont plutôt des filiales du groupe qui sont ESH qui les achètent. Je vous ai expliqué qu'dans les conventions de gestion, on n'assurait pas l'émission de conception. Et surtout, on achète dans la mesure du possible un produit standard. C'est-à-dire que quand on n'est pas défini en fonction de besoins spécifiques de CDC Habitat, puisqu'on achète des T1, des T2, des T3 en logement social. Et d'ailleurs, la preuve en est qu'on a quand même acheté beaucoup, dans le cadre des FEFA 40 000, pas mal de logements qui étaient prédéfinis. Et donc, on a bénéficié de ce que le droit de la commande publique appelle une opportunité de marché. Donc les SCCV, notre deuxième écueil, c'est la SCCV qui pour nous est un écueil parce qu'elle est très rigide dans son mode de fonctionnement. Raphaël l'a rappelé, il y a des restrictions en matière de participation des ESH, enfin, ou des OLS d'une manière générale. Il y a des restrictions aussi en matière de compte courant d'associés. Or, pour nous, notamment quand on fait le changement de pied dont je vous ai parlé, on a besoin de rémunérer les comptes courants d'associés pour pouvoir percevoir du TRI des capitaux propres investis. Donc c'est un véhicule qui n'est pas qui ne nous est pas très utile, et on préfère faire des SCCV classiques, comme on le ferait entre opérateurs privés. C'est pour ça que je vous dis que de temps en temps, j'ai un problème existentiel, parce que je ne sais jamais bien si je suis public ou privé. Troisième point, ce qui est peut-être attendu par certains, d'après ce que m'a dit Mabod, c'est le droit de la concurrence. Alors, on a dont personne n'a parlé, je ne suis pas spécialiste, donc je vais simplement vous dire quelles sont les difficultés que nous rencontrons avec un certain nombre de nos partenaires promoteurs. On est soumis au contrôle des concentrations dès lors qu'on constitue une société de plein exercice en contrôle conjoint, et qu'on est évidemment, enfin dans notre cas, on pèse généralement assez lourd. Ah ben si, ce sont mes seuils. On pèse généralement assez lourd en termes de chiffre d'affaires. Donc, et alors c'est apprécié au niveau de la tête de groupe. Donc c'est la Caisse des dépôts qui, dès lors qu'un
promoteur d'une certaine ampleur s'associe à la Caisse des dépôts, on doit se poser la question du contrôle des concentrations. Surtout si on crée une société de plein exercice en contrôle conjoint, alors ça, bon, c'était relativement simple. Les SCCV, je vais vous dire pourquoi, ne sont généralement pas considérés comme des sociétés de plein exercice. Mais aussi, on doit aussi se poser la question du contrôle des concentrations si on prend le contrôle conjoint d'un actif qui produit du chiffre d'affaires. Donc là, c'est-à-dire que chacun des projets doit être examiné quand on les fait conjointement avec un promoteur, s'il doit être normalement soumis à autorisation préalable de l'autorité de la concurrence, en fonction des seuils qui sont indiqués là, et qui, en France, en gros, quand on fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut se poser la question. Donc, pourquoi les SCCV ne sont pas des SCCV, enfin, des sociétés de plein exercice, pardon. Déjà, on l'a dit, c'est parce qu'elles ont une durée limitée, qui s'arrête généralement au moment de la fin de la décennale. C'est parce qu'elles sont financées par leurs associés, qui en plus, et puis parce qu'il y a la convention de gestion, donc en fait elles sont complètement dépendantes de leurs associés. On vit un monde un peu clos, on n'a pas d'incidence sur le marché dans une SCCV, et elles n'ont pas de personnel propre. Donc généralement, l'autorité considère que les SCCV ne sont pas des sociétés de plein exercice. Ce qui n'empêche pas d'être quand même soumis au contrôle des concentrations si on acquiert un actif qui, pour une raison ou une autre, parce qu'il est encore exploité, produit du loyer. Bon, déjà, on va se heurter au caractère commercial de la société, et en plus, on va se heurter au contrôle des concentrations. Et on a beaucoup de difficultés les uns et les autres dans nos divers partenariats en SCCV ou sous d'autres formes, à soit faire reconnaître que les sociétés sont des sociétés de plein exercice, parce que c'est tellement plus facile de purger en quelque sorte l'autorisation du contrôle des concentrations en une fois, plutôt qu'à chaque projet devoir, dès lors qu'on prend le contrôle d'un actif qui produit du loyer substantiel, ce qui est le cas pour les actifs existants qu'on va transformer, alors nous en logement, mais ça peut être en d'autres types d'activités. C'est quand même un petit peu compliqué parce qu'à chaque fois, on va être obligé d'aller voir l'autorité de la concurrence. Donc tout l'enjeu, c'est d'essayer de faire reconnaître nos sociétés qui sont soumises au contrôle des concentrations comme des sociétés de plein exercice, dès lors que ce ne sont pas des pures SCCV copromotion comme on a pu les évoquer en début de séance. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Je te repasserai la parole certainement, et puis même d'ailleurs, si je te passe pas la parole, tu la prendras. Depuis ce matin, on parle donc de la création des SCCV en évoquant les statuts, en évoquant la convention de gestion que Delphine Pelé a très bien exposé, avec toutes les difficultés qu'il y a dans les conventions de gestion. On voit bien qu'il y avait du vécu dans ce qu'elle disait. Et puis on parle de pacte. On parle de pacte d'associés. Alors c'est assez surprenant puisque pendant des années, j'ai fait des CCV sans jamais faire de pacte. Et puis maintenant, on n'imagine pas ne pas faire de pacte. D'ailleurs, peut-être que c'était Delphine encore qui a évoqué l'existence d'une convention parfois de partenariat qu'on signe entre deux promoteurs. Je dis deux promoteurs parce qu'à 3, ça devient assez compliqué. À 4, c'est quasi impossible à faire. Mais enfin, bon, restons sur deux promoteurs. Donc, une convention de partenariat qu'on signe entre deux promoteurs en disant « Nous voulons faire une opération ensemble. Il y a un terrain qu'on a en vue parce qu'on voudrait signer une promesse ou on a déjà signé la promesse. L'un des associés a signé une promesse et puis on va développer telle opération en faisant un permis de construire qui sera comme ci et comme ça, mais tout ça on verra plus tard parce que il y a une question aussi un sujet qui a été abordé mais que vous connaissez tous dans vos pratiques, c'est que la création de la société peut se faire soit le premier jour quand on se rencontre entre deux promoteurs en disant tiens ça serait bien qu'on fasse une société ensemble, et ben on se marie tout de suite, soit on se dit non attends, on va faire une petite vie commune, chacun chez soi, et on verra ensuite si on crée la société lorsqu'on aura notre permis de construire, purger ou pas purger, avant de s'engager. Pendant ce temps-là, on fait des dépenses pour le compte de qui il appartiendra, le qui étant la future SCCV. Ces questions-là sont très importantes. Mais pendant toutes ces années où j'ai créé de société, il n'y avait pas de pacte. Et alors,
Maintenant, ça devient obligatoire de faire un pacte. Alors, je vais me tourner vers Jean-Jacques Raquin, donc avocat dont la pratique en droit immobilier est reconnue, c'est pas du tout la peine que je le présente, et je vais lui demander qu'est-ce qu'on met dans ces pactes et pourquoi on fait des pactes. Alors, qu'est-ce qu'on met? D'accord, Mavod. Je ne vais pas tout vous dire. C'est confidentiel en principe, un pacte. Donc, non, ce qui est vrai, c'est qu'on a constaté, tous les acteurs de l'immobilier, que sur ce type de structure, les SCCV, mais même sur les autres, hein, parce qu'aujourd'hui on parle des SCCV, mais vous savez, on l'a dit, hein, il y a d'autres façons de faire de la copromotion, et il arrive qu'on fasse de la copromotion avec un autre instrument que la SCCV. Et très souvent, d'ailleurs, en tout cas moi c'est mon expérience, le choix, il est fiscal. Hein, pourquoi des promoteurs vont faire une SCCV plutôt qu'une SAS? C'est qu'à un moment, ils ont des doctrines fiscales internes qui font que ça les intéresse davantage. Sur le fonctionnement, après, justement, quand on manie les uns et les autres des pactes et les statuts relativement bien, on réussit à reconstituer des équivalences dans les fonctionnements entre une SAS, une SNC, une SCCV. Et la pratique des pactes est arrivée parce que ce qui est arrivé, c'est que la promotion n'a pas été abandonnée par les promoteurs, mais pour faire de la promotion, les promoteurs ont eu besoin de se faire accompagner par des gens qui d'habitude les accompagnaient moins. Par exemple, des financiers, par exemple, des fonds d'investissement. Par exemple, tout simplement, le vendeur avec le propriétaire d'une magnifique tour à la Défense qui lui disait bah, écoute, moi je veux bien te le vendre, mais je te le vends dans une société dans laquelle moi je vais participer parce que, comme le disait tout à l'heure Véronique et les autres, ce qui obsède une partie du monde de l'immobilier, c'est la captation de la marge. Donc ils se disent bon, bah évidemment, il faut trouver de la marge quand on vend, mais il faut aussi trouver de la marge quand on construit. Et donc, on a vu se constituer des mariages, on va les appeler comme ça, parce que en général, c'est assez réussi. Alors, en général, tu as raison, c'est mieux à 2 qu'à 3. Tu as raison, c'est plus facile. Mais où on a mis d'accord et organisé, c'est ça le pacte d'associés, organiser toute la partition du projet, depuis le départ, souvent, même avant même l'acquisition du foncier, jusqu'à la fin, en passant d'ailleurs par les sujets qu'avait évoqué Véronique, c'est-à-dire les sujets de relations entre les groupes. Est-ce que, par exemple, ton groupe va me donner un droit de vendre de façon prioritaire tout ce que je vais produire à un certain prix? Vous voyez, donc il y a eu tout un univers de conventions qui s'est organisé autour de ces sociétés de promotion, on va les appeler comme ça, et particulièrement dans les SCCV. Alors, un pacte d'associés, au départ, historiquement, juridiquement, moi, quand j'ai commencé à faire, je ne vais pas vous dire mon âge, mais quand j'ai commencé à faire des pactes, il y a bien longtemps, c'était plutôt pour des sociétés industrielles. Hein, c'était plutôt pour des sociétés, des ASAS qui produisaient de l'industrie. Enfin, c'était pas dans l'immobilier. Mais ces gens-là avaient appris énormément de choses, puisque dans le pacte, ce qu'on essaye de régler, c'est des choses que volontairement on ne met pas dans les statuts. Autrement dit, le pacte, c'est le deuxième moteur de la société. Il y a un premier moteur que tout le monde voit, qui sont les statuts, et puis derrière, il y a le pacte. Et le pacte, il est là pour organiser des règles entre les associés, des règles que le tiers ne voit pas, et des règles, si possible, plus protectrices, plus efficaces, plus sophistiquées que ce qu'on peut trouver dans les statuts. Alors, de quoi allons-nous parler dans un pacte? Le premier sujet, c'est effectivement les sujets de gouvernance, comme le disait Véronique. Donc là, c'est en général un sujet, bon, évidemment de pouvoir entre ces grands acteurs économiques. Il y a un premier aspect psychologique, et puis derrière la psychologie, qui va prendre le manche, étant précisé que on se pose tout de suite la question de savoir, il faut qu'on distingue la gestion courante et la gestion exceptionnelle. Et la tendance habituelle, c'est que dans une société de promotion, effectivement, comme le disait Véronique, c'est le professionnel de l'immobilier, le promoteur qui prend la gérance, mais très contrôlé par ses autres partenaires. C'est pour ça que tout à l'heure, ce matin, j'ai entendu le terme de sleeping partner.
c'est un sommeil léger. Hein. Ils dorment pas très bien, les partenaires. En général, ils demandent des comités stratégiques, des comités de gestion, des droits pour chaque décision qui dépasse le business plan. Ils demandent des interventions. Tout un système qui leur permet de contrôler, sans pour autant trop contrôler, parce que sinon on rebascule dans des sujets de consolidation comptable ou des sujets de concurrence. C'est pour ça que c'est toujours des discussions assez fines et sur lesquelles on prend toujours un peu de temps, et qu'en réalité, il y a des impératifs politiques, mais il y a aussi des impératifs juridiques, et comme le disait tout à l'heure Véronique, le droit de la concurrence souvent a une impulsion forte sur les choix qu'on va faire au niveau de la gouvernance. Donc, premier point, la gouvernance. Mais la gouvernance au sein des sociétés de promotion, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que quelqu'un respecte le business plan, et puis que quand on le fait évoluer, on le fasse évoluer d'une façon suffisamment amicale et suffisamment convergente pour qu'on ne se dispute pas. Et de là, on passe au sujet de gouvernance et de malentendus. Comment on règle les malentendus quand il y a des malentendus? Et ça, c'est compliqué. Parce qu'autant dans certaines sociétés, on peut concevoir, alors vous connaissez ces termes anglo-saxons, mais il y a des tas de clauses au terme desquelles, quand il y a un malentendu entre associés, il y a des Texas cut shut, il y a ce qu'ils appellent des clauses de buy or sell, enfin voilà, des choses très, très dures, très efficaces, qui marchent très très bien dans le monde de la finance et dans le monde de l'industrie, mais qui marchent beaucoup moins bien dans le monde de la promotion, parce que imaginez qu'au milieu d'une société, de la construction d'une tour, ou même au milieu de la construction du tour, on a été chercher des banques, on a été chercher les entreprises, et puis on n'est plus d'accord. Il y en a un qui dit il faut faire absolument un 6e étage ou un double plafond au 6e étage. L'autre dit non, pas du tout, pour ma commercialisation, c'est pas bon. On n'est plus d'accord. Comment fait-on? Et là, c'est difficile pour les sociétés de promotion, et particulièrement pour les SSCV, parce que on n'a pas forcément les sorties qu'on a dans les autres sociétés où on peut lui dire écoute, tu me casses les pieds, je vais chercher quelqu'un d'autre, ou tu me casses les pieds et je te rachète. C'est moins souple, ou on va mettre ensemble des procédures de vente. C'est beaucoup moins souple, et l'expérience montre que la liquidité, qui est un des sujets des pactes d'associés, hein, mais la liquidité des participations dans les sociétés de promotion, on peut se faire plaisir, mais elle est très, 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 très relative. La vraie liquidité d'une société de promotion, c'est un tiers qui rachète tout, ou deux autres qui rachètent tout. Mais entre deux partenaires, c'est compliqué. Donc, juste pour vous dire que le sujet de la gouvernance au sein d'une SSCV est compliqué, il est réglé en principe par un pacte. On fait en sorte qu'il ne soit pas trop compliqué, qu'il soit viable, mais souvent, il est, je ne vais pas dire obscurci, parce que je ne veux pas... mais on va dire qu'il n'est pas toujours... Oui, on peut dire... Il est quelquefois rendu moins clair, et c'est pour ça, là, il y a des petites tensions entre les juristes et les opérationnels, à cause des dispositions des fameuses conventions de gestion. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, les opérationnels adorent les conventions de gestion, et les conventions de gestion des opérationnels, il y en a probablement dans la salle, ils vont me gronder, mais il y en a quelques-unes qui sont quand même très, très, très sommaires. Hein, c'est souvent des petits tableaux avec des petites croix. En plus, on ne comprend rien parce qu'il y a souvent 2 petites croix ou 3 petites croix avec des E, A, B, C. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. On vous dit, on décide, on discute, on abandonne. Enfin, voilà, il y a tout un code. Il faut savoir parler le langage très particulier de la convention de gestion. Donc, c'est très particulier. Mais en principe, il faut articuler la convention de gestion avec le pacte d'associés, puisque c'est là que se prennent les décisions. Donc là, souvent, puisque tu me demandais l'expérience en matière de pacte d'associés, on a une expérience un peu particulière avec les sociétés de promotion du fait de ces conventions. Ensuite, deuxième sujet qu'on évoque souvent, donc je vous ai parlé de la liquidité, et ça, on ne va pas y passer longtemps, autant dans d'autres types de sociétés, c'est important, autant là, on essaie de ne pas complexifier. Il y a le sujet très important du financement, hein, et là aussi, problème vécu. Imaginez une très très grosse opération, le marché est en train de dévisser, ce qui se passe en ce moment par exemple. Bon, on avait conclu une promesse, on devait acheter un terrain 300 millions d'euros, on était tous d'accord. Il y en a un qui dit attends, moi je ne veux plus y aller,
L'autre, il dit si, on y va. Bon, alors déjà, on va voir le notaire qui dit si, faut absolument que vous y alliez, sinon ça va très mal se passer. Il n'empêche que là, s'il y en a un qui dit je suis plus d'accord et je veux plus y aller, vous allez avoir un énorme problème de financement. Et comment vous exécutez, si vous voulez, comment vous faites, et ça, il faut vraiment réfléchir dans nos pactes, comment on fait pour, dans ces périodes de tension, parce qu'en général, ça se passe 15 jours avant la signature. Hein, il y en a un qui dit non, je suis désolé, j'y vais pas. Moi, j'en ai marre, mon conseil d'administration m'a dit j'y allais pas, etc. Comment on gère ça? Comment on fait pour faire tomber quand même les financements? Ou quand même dire, bah, c'est pas grave, je vais financer moi-même, mais je veux plus te voir. Et le virer dans des conditions qui nous vont bien, parce qu'on peut lui dire aussi, je veux plus te voir. Il dit, ok, tu veux plus me voir, mais je suis toujours là. Et donc, tu fais le financement, et puis je partagerai la marge. Vous voyez, donc voilà. Donc c'est juste pour vous dire que le pacte d'associés, dans une société de promotion, pour des opérations complexes, évidemment, hein, mais pour des opérations complexes qui mobilisent beaucoup d'argent, et on va dire des partenaires qui viennent d'origine, bien que maintenant on est dans un monde immobilier où les financiers connaissent les ingénieurs, qui connaissent les commerciaux, enfin, on s'est tous mélangés, c'est une grande communauté. N'empêche qu'il y a des différences de mentalité, et que quand vous mariez, on va dire, voilà, Goldman Sachs et un promoteur franchouillard, ça peut... il peut y avoir des petites tensions. Voilà. Et donc, mon cher Mabot, voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais voilà à quoi sert un pacte. Et on a, en tout cas, c'est ça que je voulais vous dire, faisant pas mal de corporate par ailleurs, nos équipes, nous, ont développé une vraie spécialité des pactes en matière immobilière, parce que c'est vraiment une activité qui mérite des pactes très spécifiques. Voilà. Ça va, j'ai pas besoin de rajouter quelque chose. C'est bon, merci beaucoup. Alors, simplement, on fait des conventions de gestion, des statuts et des pactes pour des opérations de 25 logements ou 35 logements. Hein. On n'est pas obligé d'être avec Goldman Sachs pour faire des pactes. Et alors, là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que enfin, tout à fait d'accord. Disons que les clauses de... Je recommence. Pour moi, un pacte ne sert, alors qu'on a des statuts et la convention de gestion qui marche très très bien, la convention de gestion, les pactes ne servent qu'à deux choses. Premièrement, la gouvernance. Si on veut faire autre chose que le gérant avec ses pouvoirs classiques dans les statuts, on veut créer quelque chose de particulier entre nous pour savoir qui décide et à quel moment on se réunit. Sachant qu'en plus, très souvent, le gérant et les associés sont les mêmes dans la société. Et les cas de blocage. Et les cas de blocage, je préfère un clause, comme tu l'appelles très bien, Texas Shotgun ou Buy or Sell, qui sont des clauses bombes atomiques que personne n'utilise, que des clauses que je vois de plus en plus inventées par des gens qui ne connaissent rien au droit des sociétés et qui pensent qu'on peut faire parce que c'est une société, donc ce n'est que du secrétariat de société et donc il n'y a rien de juridique dedans, donc ils se donnent libre cours à leur imagination et donc on trouve des personnes publiques qui inventent des clauses de blocage, enfin de résolution des cas de blocage où ils disent si à la fin on n'est pas d'accord, c'est moi qui décide. Et ça... Je ne sais pas si c'est conforme à l'affectio societatis. Je ne sais pas, alors là, Raphaël, bonne question pour vous. Je ne sais pas si on peut dire qu'il n'y avait pas une imposition de la personne publique dans une clause exorbitante de droit commun. Et donc, ça ouvre des perspectives énormes. Et dans les opérations, quand deux promoteurs sont ensemble, il n'y a jamais de problème de blocage. D'ailleurs, j'avais jamais de clause autre que tribunal de commerce ou clause d'arbitrage à la fin de mes statuts. Et aujourd'hui, on se retrouve d'ailleurs avec des cas de blocage qui sont prévus dans nos pactes et une clause d'arbitrage. On ne sait absolument pas comment ça va se manger. Et on se dit, on espère qu'on finira cette opération sans avoir besoin de savoir ce qu'en pense la Cour de cassation. Maintenant, une fois que tout ça a été dit, je vais me tourner vers Bérangère, parce que tout à l'heure, on a parlé de fiscalité, et c'est Gwenaël Durand-Pasquier qui a dit ce thème sera traité par Bérangère Joly tout à l'heure. Donc, alors, et donc, qu'est-ce que c'est que la fiscalité à laquelle il faut faire attention dans les CCV, enfin dans les opérations de copromotion? Oui, bonjour à tous, merci. Oui, effectivement, ce que vous évoquiez souvent, ce qui motive notamment les promoteurs à recourir au statut de SCCV, c'est leur régime fiscal.
qui est un régime dérogatoire, donc assez surveillé entre guillemets enfin encadré en tout cas par la jurisprudence et la doctrine fiscale, puisque effectivement ces sociétés qui peuvent exercer finalement une activité commerciale, puisque la construction-vente ça peut paraître une activité commerciale, ces sociétés-là sont assujetties à l'impôt sur les revenus et non pas à l'impôt sur les sociétés. Et donc il y a tout effectivement un ensemble de règles qui est prévu dans le Code général des impôts, qui donne lieu quand même à de la jurisprudence dans le cadre de redressement, puisqu'effectivement la sanction, quand on ne respecte pas ce principe de transparence, c'est l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Et donc il y a quand même quelques décisions de jurisprudence que Madame Grelier a évoquées, qui viennent préciser un petit peu ce qu'il est permis de faire, puisque donc ce principe de transparence est lié à l'activité de construction-vente, et donc le Code général des impôts pose deux conditions, donc à la fois sur la forme des sociétés, donc ni des sociétés par action ni des sociétés à responsabilité limitée. Et le deuxième point, on parlait des statuts, donc dans le Code général des impôts, donc l'article 239 ter de ce merveilleux code, je ne sais pas s'il est aussi bien écrit que celui du CCH ou du code, là aussi je joker, mais donc le Code général des impôts qui pose un critère sur la rédaction des statuts qui doivent prévoir une responsabilité indéfinie des associés. Mais le principal en fait objet sur lequel je vais me concentrer et qui a déjà été dévoilé par Madame Grelier, c'est effectivement l'objet. Donc, transparence fiscale est liée à une activité et conditionnelle l'exercice d'une activité civile, donc soit exclusive, donc uniquement l'activité de construction-vente, ce qui est quand même de plus en plus rare. Mais la doctrine fiscale admet également une activité conjointe. Et donc, ça a été évoqué, notamment des activités de location. Alors dans la jurisprudence sur l'activité de construction-vente, j'avoue que parfois on relève des choses un peu curieuses. Je me dis, aller en Conseil d'État pour ce genre de choses, il faut avoir du temps. Mais notamment, le Conseil d'État a été amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure donc, de redressement fiscal, puisque c'était les juges du fond qui avaient admis donc l'assujettissement à l'IS dans le cadre d'un redressement fiscal, parce que l'opération avait été réalisée sur des terrains différents que ceux qui étaient mentionnés dans les statuts. Et donc là, il y avait une requalification du régime fiscal, mais le Conseil d'État est venu dire que peu importe en fait où se fait l'opération, le régime de transparence fiscale est maintenu. Et donc concernant les activités de location, il faut effectivement, on a des jurisprudences, on va dire favorables, donc au maintien de ce régime fiscal dérogatoire. Notamment, ça a été évoqué lorsque la location est accessoire et préalable à la vente. Et effectivement, on a un cas qui rappellera peut-être certains mauvais souvenirs à des promoteurs, donc de cette crise des années 80, où effectivement on avait des difficultés de commercialisation avec un 90, mais ça avait déjà peut-être commencé. Donc des difficultés de commercialisation. Et donc le promoteur avait été, entre guillemets, contraint de louer les biens, les lots invendus, et pendant un certain temps. Et effectivement se poser la question de savoir si ce régime fiscal était maintenu, et le Conseil d'État l'a admis. Alors effectivement, parce que les recettes locatives correspondaient à moins de 5% des recettes du programme, mais on a une décision plus récente qui va dans le même sens, où effectivement on avait une partie des lots qui avait été vendus, une autre partie qui avait été louée, où là on avait des recettes qui étaient majoritairement issues des activités de location de nature civile, et où le Conseil d'État a admis le maintien du régime fiscal. Là où on peut se poser la question, parce on parlait du cas des résidences gérées, c'est pour des activités de location meublée. Et là, la jurisprudence, en revanche, puisque là, on était sur une opération où effectivement, on savait dès le départ que... non, je vous dis une bêtise. On avait une opération c'est un complexe de vacances. Et donc là aussi, difficulté de commercialisation. Donc le promoteur décide finalement de louer, ne pouvant vendre. Et là, même si ce n'était pas l'intention, on va dire, de départ, parce que ça fait partie des critères que le juge examine, il y a eu une remise en cause de l'avantage, du régime de transparence fiscale, puisqu'on était en location meublée. Et peu importe que les meubles appartiennent ou pas à la SCCB.
Donc le principe, c'est effectivement, tant qu'on a une activité civile, y compris donc, de départ de construction, vente, mais également de location, maintien de ce régime fiscal favorable. En revanche, dès lors qu'on tombe dans l'activité commerciale, il y a là on bascule en impôt sur les sociétés et il y a 2 critères que le juge examine, c'est l'intention spéculative et le caractère habituel. Et c'est vrai que l'intention spéculative, c'est un peu difficile à appréhender. Donc, ce qui ressort de la jurisprudence, c'est quand on parlait de la rénovation, quand on parle d'opération en vire, est-ce que finalement une SCCV qui aurait un programme avec une partie qui comporterait de la vire, quand on regarde en tout cas l'état de la jurisprudence, on a des doutes parce que quand on a une opération en vire, on se dit que dès le départ, on est dans cette intention d'acquérir pour revendre. Et quand on est dans cette hypothèse-là, la jurisprudence en matière fiscale, en tout cas, nous dit que dès lors qu'on a une intention spéculative, alors plus le caractère habituel, parce que là aussi, en fonction soit de la société, des habitudes de la société, alors sur des sociétés éphémères, même si elles peuvent durer un petit peu, c'est un peu délicat, mais on regarde aussi l'activité des associés. Et donc, si les associés ont une activité habituelle de ce qu'on appelle de marchand de biens, donc que ce soit du lotissement, de la rénovation, là, il y a un risque de requalification fiscale de l'opération. Donc, là-dessus, il n'y a pas trop de doute. La question et des points qui sont évoqués tant par la jurisprudence que la doctrine fiscale, c'est effectivement, on va dire, quand l'opération évolue en cours de route. Alors, c'est vrai que typiquement, donc les résidences gérées, là aussi, on est en activité commerciale, j'ai envie de dire, avec l'intention ab initio. Donc là, on imagine que c'est pas possible de recourir, du moins avec un risque fiscal, à ce type de structure. Mais on a des cas effectivement aussi de revente de terrain. Et alors ça rejoint aussi un peu les partenariats qui ont été évoqués. Quand on parle de revente et qu'on regarde à la fois la doctrine fiscale et la jurisprudence, ce qu'on remarque, c'est que dès lors qu'il y a eu une sorte de contrainte en fait au cours de la réalisation de l'opération, et donc toujours la même chose, hein, l'intention de départ, c'était de faire une opération que tout se passe comme prévu, mais que on a différentes hypothèses. Voilà, il faut revendre une partie d'un terrain parce que on avait un problème de servitude de passage. Là, on a une tolérance jurisprudentielle. Quand on a également une contrainte parce qu'il y a un projet communal qui vient compromettre, là on avait un terrain qui était traversé par une route, donc ce qui fait que la parcelle était plus petite, donc il a fallu que le promoteur cède la partie la plus à optimiser entre guillemets à un autre partenaire. Là aussi, la jurisprudence a été tolérante et donc la doctrine fiscale l'a repris. Là aussi, on a un autre exemple avec un terrain qui faisait l'objet d'une expropriation en cours d'opération. Donc là aussi, contrainte. Donc pas de remise en cause du régime de transparence fiscale au moment de la revente du terrain. Et ce qui est intéressant par rapport aux opérations mixtes, c'est deux cas qui sont évoqués dans la doctrine fiscale. Le premier, entre guillemets, qui est la revente en fait à un opérateur HLM qui avait été traité dans le cadre d'un rescrit en 2017, où le conseil, l'administration fiscale nous dit que c'est possible lorsque la SCCV démontre qu'elle a été contrainte par la commune de procéder à cette vente-là et que la rétrocession, le prix de cession se fait au prix de revient. Et donc la question qu'on se pose, c'est effectivement quand on a une servitude de mixité sociale dans le PLU, est-ce qu'on est dans une contrainte de la commune à éventuellement revendre un terrain à un bailleur social? C'est pas ce que dit exactement le rescrit, mais on pourrait se poser la question. Et dans le cadre des opérations aussi en bail réel solidaire, donc avec un office foncier solidaire, on a un cas également qui est abordé dans la doctrine qui portait sur à l'époque le pass foncier. Et donc dans ce cas-là, la doctrine fiscale pose 3 conditions cumulatives. À la fois le fait que la revente du terrain ne soit pas à un caractère habituel, donc on revient sur la notion entre guillemets de marchand de biens, d'activité commerciale. Le deuxième critère qu'on retrouve aussi, c'est le prix de cession qui ne doit pas excéder le prix de revient.
Et le dernier critère, c'est le fait que la SCCV procède elle-même à la construction. Donc ça, c'est effectivement une tolérance administrative intéressante, mais avec un point d'interrogation, parce que c'est un peu le fil conducteur de cette matinée, c'est qu'on est sur du sur-mesure, du cas par cas à chaque fois. Et donc la question de se poser si on sera toujours dans cette hypothèse où la SCCV procède à la construction. Et puis dans les derniers cas, et j'achèverai cette parenthèse fiscale entre guillemets de cette matinée. Dans les autres activités commerciales, alors là ça aussi ça a été évoqué tout à l'heure, c'est tout ce qui a trait à la fourniture. Alors c'est vrai que ça paraît un petit peu curieux quand on regarde la doctrine fiscale en particulier, quand on livre des lots avec des équipements. La doctrine fiscale est venue nous expliquer qu'il y avait une tolérance à ce qu'il n'y ait pas de remise en cause du régime fiscal. Donc ça vaut à la fois pour le résidentiel, le bureau. Il y avait le cas des restaurants et cantines d'entreprise avait été traité. Même si on fournit voilà, tout ce qu'il faut pour procéder à délivrer ces services-là, il n'y a pas de remise en cause. On avait une jurisprudence pour des résidences avec service aussi, où comme effectivement c'était une modalité pour mener à bien l'objet social de la SCCV, il n'y a pas eu de remise en cause. Et puis ça a été évoqué tout à l'heure, quand il y a la fourniture de mobilier type cuisine, là aussi il n'y a pas de remise en cause. Alors c'est vrai que quand on est sur une opération de résidence-service, on sait qu'il va y avoir ces éléments qui vont être fournis, mais là aussi certains promoteurs ont pu être un petit peu inquiets entre guillemets, puisque quand on a une commercialisation parfois un petit difficile et on se dit on va faire la cuisine offerte, voilà, on est parti sur une SCCV et une cuisine, ça peut coûter plus de 2 400 €, puisque c'est le plafond fiscal qui est fixé. Sachant qu'a priori en plus il n'y a pas d'indexation, l'indexation n'est pas prise en compte, la pause non plus, enfin voilà, ça fait un petit peu court. Donc voilà, c'est un point de vigilance, voilà, que les promoteurs professionnels connaissent tout ça parfaitement, donc voilà, ils savent où ils mettent les pieds. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, sachant que évidemment tout ce que tu viens d'exposer est très clair et on dit qu'on a tout compris et que on t'appellera pour te poser des questions ou un avocat fiscaliste parce qu'à chaque fois on a des questions qui sont toujours à la limite. Et récemment j'ai eu un avocat qui m'a appelé, c'est tellement rare que je vais le dire, un avocat, je ne dirais pas qui m'a appelé en disant je suis avec un financier dans mon tour de table et on a un bout de terrain à vendre, on sait qu'à la fin on aura un bout de terrain résiduel à vendre et il refuse qu'on fasse une SCCV. Est-ce que tu as de jurisprudence? J'ai dit non, j'ai aucune jurisprudence, mais si tu es avec un financier, c'est pas la peine de chercher, fais pas une SCCV parce qu'il ne voudra jamais prendre le risque fiscal de requalification, ce qui d'ailleurs est étonnant parce que le risque qu'on prend c'est la requalification. Donc si on fait une SAS, ça veut dire qu'on prend on transforme le risque en certitude, mais en fait, on n'aime pas le risque. On préfère être dans une certitude de IS que dans un risque de l'IS. Ça, après, on est dans la psychologie de l'investisseur. Maintenant, je vais me tourner vers Jacques-Laurent Renucci, donc notaire associé chez Tibierge, que tout le monde connaît. Et donc, vous allez peut-être nous parler de deux sujets. Premièrement, pour rebondir sur ce que Charles Gisbert a traité tout à l'heure, c'est-à-dire les sociétés d'attribution, qui effectivement ne sont pas des sociétés qu'on utilise actuellement, mais moi-même j'ai acheté dans une copropriété ancienne, et donc j'ai vu qu'on trouvait dans l'historique de la société une société d'attribution à la base et non pas une copro. Et donc, vous, dans votre pratique de notaire, vous avez certainement dû mettre la main dans cette affaire de la sortie de la société d'attribution. Et puis peut-être que, si j'ai bien compris, vous allez nous donner également un éclairage sur les concentrations dont nous a parlé Véronique tout à l'heure. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général, merci Monsieur le Président, et puis merci de manière générale d'avoir pensé à moi pour intervenir avec vous. Et il y a... Alors, je vais répondre à, comment dirais-je, dire quelques mots de ces sujets. Quand il s'agit pour moi de penser à ce que j'avais à vous dire sur les aspects pratiques de ma pratique justement de notaire, de ces sujets en fait de copromotion,
je me suis posé la question de savoir en fait ce que les notaires faisaient dans ces opérations de copromotion à la date d'aujourd'hui. Bon. Alors, évidemment, je ne vous parlerai pas des actes du monopole que tout le monde connaît, mais il y a une pratique en fait du notariat qui a eu tendance en fait ces dernières années à se regrouper sur le monopole et à abandonner à d'autres compétences, et notamment à celle des avocats et des juristes d'entreprise qui ne manquent pas de compétences, le sujet en fait de la rédaction des statuts en fait de sociétés de SCCV, les sujets en fait bien sûr de rédaction des conventions de gestion et de pactes d'associés sont des sujets qui en général ne sont pas réglés et ne sont pas rédigés en la forme authentique, mais abandonnés entre des mains expertes, donc à la compétence des avocats ou des juristes d'entreprise. Alors, à part les actes du monopole, que font les notaires? Alors, j'ai quand même la faiblesse de penser qu'ils sont utiles et que leurs conseils en fait peuvent apporter de la sécurité en fait aux opérations, et il y a un certain nombre d'actes bien sûr et d'accompagnement qui sont prodigués en fait par les notaires, et alors notamment c'est vrai dans le cadre de la mise en place de l'organisation juridique en fait du montage. Ça c'est une compétence en fait que nous avons conservée, que ce soit la mise en place de l'organisation juridique avec les états descriptifs de division, la rédaction non pas des statuts de la SCCV, mais les statuts de l'AFU, de la SL, la mise en place des servitudes. Tout ça, c'est le pain quotidien des notaires, mais également dans l'accompagnement de la mise en place en fait des autorisations d'urbanisme. Et c'est sur ce sujet-là, moi, que je voudrais vous dire quelques mots de ma pratique, puisque c'est dans le cadre en fait de cet accompagnement sur la mise en place, en fait, le choix et comment dirais-je, le choix de ces autorisations d'urbanisme à mettre en œuvre, que j'ai voulu vous parler d'un sujet qui est propre en fait à la copromotion, qu'on trouve souvent et qui est là pour le coup souvent laissé en fait à la main des notaires qui rédigent de temps en temps des actes sous seing privé. Et je voulais vous parler de la convention de cotitularité du permis de construire qui, dans un certain cas, peut être délivré depuis notamment la réforme de 2007 à plusieurs maîtres d'ouvrage. Donc ça, c'est encore donc une convention qui est rédigée en fait par les notaires. Et je voudrais vous en dire quelques mots et vous préciser en fait aujourd'hui quels sont les écueils en fait à éviter. Alors déjà, quand on parle de convention de cotitularité de permis de construire, ça suppose en fait l'existence d'un permis de construire et de plusieurs maîtres d'ouvrage, mais pas uniquement. Cela suppose également la volonté des parties d'exclure la création d'une structure commune dédiée et dotée de la personnalité morale et créée ad hoc. Donc on est un petit peu à côté en fait du sujet de la SCCV, et on est dans un sujet en fait qui est celui en fait d'une opération de copromotion qui va se réaliser avec des entités distinctes, titulaires d'un titre commun. Et alors ça recouvre un certain nombre de situations pratiques que je ne vais pas pouvoir vous lister aujourd'hui, toutes bien sûr, puisque la multiplicité des formes est infinie, mais on peut imaginer plusieurs propriétaires qui déposent un permis de construire sur une emprise qu'ils maîtrisent chacun ou qu'ils ont vocation à maîtriser, mais également l'hypothèse d'un propriétaire unique qui dépose et qui obtient un permis, puis cède une partie du foncier et qui va céder avec cette partie du foncier également l'autorisation qu'il a obtenue au travers, par exemple, du transfert du titre et du transfert du permis de construire. Et force est de constater que quand on a des sujets en fait de convention de cotitularité, on a souvent recours, dès lors qu'on en a la possibilité, à la technique du permis valant division qui va isoler au sein de l'eau les activités en fait des différents copétitionnaires de manière à retrouver une certaine indépendance dans leur coactivité.
Alors, est-ce que c'est une convention qui est obligatoire? La réponse est bien sûr non. Elle est, je pense, tout à fait utile dès lors qu'on a un petit peu cette ambivalence entre un titre unique qui est délivré et la volonté de travailler de manière séparée et autonome. Est-ce que c'est une convention qui est réglementée? La réponse est non, puisque là on est véritablement dans un sujet où l'autonomie de la volonté va pouvoir s'exprimer. Quelle est sa durée? Elle a vocation à entrer en vigueur dès l'obtention du permis de construire et à prendre fin à compter notamment de l'obtention de la conformité administrative. On est dans une période donc du cycle de production en fait, d'un immeuble, donc une période relativement courte. En ce qui concerne son objet, l'idée va être pour les pétitionnaires de régir et de réglementer notamment le dépôt, mais également l'exécution et la mise en œuvre de toutes les actions qui sont liées à la réalisation, à la mise en œuvre du projet jusqu'à l'obtention de la conformité administrative. Bien sûr, ce type de convention pourra être étendu à l'ensemble des titres qui vont être déposés pour réaliser en fait le projet, obtenus plutôt pour réaliser le projet, que ce soit en fait les titres au niveau de la loi SLE, mais également tous les titres qui ont vocation à être obtenus pour réaliser une opération, type agrément et j'en passe. La convention aura également pour objet de répartir entre les différents intervenants les travaux constitutif en fait du projet entre les différents intervenants. Le pétitionnaire 1 aura la réalisation des travaux qui sera par exemple réalisée sur le lot 1 du permis de construire, valant division. Le pétitionnaire 2 fera la même chose sur le lot 2, etc. etc. D'une manière générale, il faut prévoir dans ces conventions, et c'est une règle que les notaires veillent en fait à observer, c'est de conserver en fait cette indépendance et l'indépendance de chacun des intervenants sur le lot qu'il va réaliser, avec bien sûr la limite des travaux d'intérêt collectif qui là doivent être gérés en fait par l'un des copétitionnaires et probablement, enfin souvent plutôt sous la forme d'un mandat et d'une obligation en fait de rembourser une partie des coûts de réalisation de ces équipements d'intérêt collectif. Et j'en arrive également à la répartition des coûts. Bien sûr, la Convention va régler la répartition des coûts de construction du projet et va poser en principe que chacun va être en charge du respect en fait et du financement des coûts liés au lot qu'il pourra réaliser. Il y a un certain nombre de dépenses qui sont de par nature fléchées dans le cadre de ces projets qui ont trait notamment à la destination des constructions. Tel opérateur en charge de la réalisation de la partie bureau va bien sûr assumer l'entièreté de la taxe pour création de bureaux que le projet pourra rendre exigible. Parfois, c'est moins évident. Donc, dans l'hypothèse où on a un doute, on a souvent recours en fait à un tiers pour départager les parties qui viendra dire si tel coût, dès lors qu'il n'est pas propre en fait à la réalisation d'un lot, peut être mis à la charge de telle ou telle partie. Un comité de suivi sera mis en place, un petit peu à l'image de ce qu'on fait dans les VFA, pour poursuivre l'évolution du chantier tout au long de son déroulement. Chacun des pétitionnaires s'engagera à respecter l'autorisation qui a été obtenue de manière stricte, avec un certain nombre d'actions combinatoires qui pourront être prises par les autres copétitionnaires dans l'hypothèse où ils ne le feraient pas, notamment en termes indemnitaires. Et chacun des pétitionnaires s'engagera à respecter le calendrier du projet de manière à pouvoir, le moment venu, déposer la DACT quand les constructions auront été achevées. En cas de manquement par l'un des copétitionnaires à ses obligations constructives, le cas devra être traité notamment au niveau des indemnités qui pourront être mises à sa charge.
Et la convention réglera également le sujet des assurances collectives de construction qui devront être souscrites. Alors, quel va être l'effet de ces conventions? On peut dire que chaque partie signataire de la convention devient titulaire et débiteur de l'ensemble des obligations découlant du titre. Chaque signataire deviendra maître d'ouvrage des travaux qui seront réalisés sur son terrain, et la cotitularité ne viendra affecter ni l'indépendance des maîtrises d'ouvrage, en tout cas on peut l'espérer, ni les relations de chacune des parties avec les tiers, vis-à-vis desquels chacun des copropriétaires n'est responsable que de la mise en œuvre de la partie de l'autorisation obtenue qui le concerne, à l'exception bien sûr de la ville, qui aura délivré en fait le permis de construire, vis-à-vis de laquelle la barrière en fait de la convention de cotitularité ne sera pas opposable puisqu'elle aura deux débiteurs de ces obligations. Alors, quels sont les écueils à éviter quand on a à rédiger ce type de convention? Alors, d'abord, il faut régler le sujet en fait du dépôt de la DROC et notamment et plus encore de la DACT. En général, compte tenu du montage et quand on a isolé les travaux des différents compétitionnaires, on est dans une configuration où on essaye de permettre un dépôt de la DACT propre à chacun des lots formant l'ensemble du projet. Quand ce n'est pas possible, il faudra que l'ensemble des compétitionnaires signent le document et le transmettent à la ville en vue de l'obtention de la conformité administrative. Et là aussi, il faudra prévoir les cas de blocage. Dans les hypothèses en fait, où l'un ou l'autre pourrait refuser de signer pour un motif, il faudra que pour la bonne pérennité en fait de l'opération et compte tenu de la liquidité attachée en fait à la conformité administrative, l'un puisse prendre le pas sur l'autre pour pouvoir réaliser les travaux qui ne l'ont pas été et obtenir réparation de son préjudice et surtout pouvoir obtenir la conformité administrative. Le cas également des permis de construire modificatifs devra être réglé de la même façon, avec la possibilité pour le pétitionnaire qui n'aura pas été défaillant de reprendre le manche, ce qui ne va pas sans quelques difficultés, bien sûr. Et le cas également de l'hypothèse des recours, des retraits ou des déférés devra être aussi traité au travers notamment du comité de suivi, auquel il serait prudent en fait d'attribuer un rôle de leadership en fait dans la poursuite en fait de ce contentieux pour éviter qu'il ne prospère, et on irait jusqu'à définir des seuils pour pouvoir en fait permettre aux pétitionnaires de transiger. Je pense que la prudence commande de prévoir ces seuils dès le départ et dès la signature de la convention donc de cotitularité du permis de construire. Le cas des taxes et des participations devra également être réglé au niveau en termes de répartition entre les copétitionnaires, de manière à ce que ça ne puisse pas être un obstacle au moment où elles viendront à être mises en recouvrement. Alors, une fois de plus, il y a des taxes qui sont fléchées et qui correspondent aux travaux qu'auront réalisés les uns ou les autres, mais il y a des tâches, plutôt des taxes qui, elles, devront être réparties au prorata des surfaces réalisées. Je parle notamment de la taxe d'aménagement. Alors, le dernier sujet que je voudrais évoquer avec vous est le cas de l'obtention de la garantie financière d'achèvement. L'idéal serait, dans un cas où on a essayé de privilégier l'indépendance des copétitionnaires les uns vis-à-vis des autres, d'obtenir plusieurs GFA. La pratique, en fait, de ces opérations de copromotion montre qu'il est très difficile d'obtenir ces garanties financières d'achèvement auprès de différents établissements bancaires de manière autonome, et qu'en général, elle est délivrée de manière commune à plusieurs copétitionnaires. C'est en général la pratique, moi, que j'ai vue prospérer ces dernières années. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet particulier de la pratique notariale et de la plus-value que les notaires
peuvent apporter en fait à un dossier, et j'ai la faiblesse de penser qu'ils peuvent en apporter beaucoup, bien sûr. Je voulais vous dire également quelques mots. Laurent, je voulais d'abord vous demander pardon de ne pas avoir annoncé le sujet que vous alliez traiter sur la cotitularité, parce qu'en fait j'avais tellement intégré que vous alliez en parler que je parlais que des... Bon, peu importe. Donc je me suis trompé. Et ces conventions de cotitularité, effectivement, sont des conventions assez complexes qui ne sont pas dans la copromotion telle qu'on l'entend quand on fait une SCCV, mais qui sont dans la copromotion parce qu'on est deux, trois personnes sur le même terrain. Et effectivement, le sort des taxes et le sort la DACT et la conformité sont des sujets très complexes, puisque bien entendu, c'est rare que ça se passe exactement comme on l'avait prévu. Et il y a toujours quelqu'un qui veut faire un PCM en cours de route, et etc. etc. Bon. Comment? Bah oui, c'est ça, absolument. Le PCM et la défaillance d'un des promoteurs. Voilà. Maintenant, excuse-moi, je te laisse le reste. Alors, juste un dernier mot pour vous dire que, évidemment, le sujet de la sortie des sociétés d'attribution est un sujet qui est fréquemment rencontré. Alors, moi, je vous en parlerai de manière assez humble en ce qui concerne ma pratique, puisque moi, je fais de l'immobilier. En général, c'est plutôt des sujets qui sont traités par mes associés qui font du droit patrimonial de la famille, qui, confrontés en fait à ce type de sujet, dans le cadre notamment de succession, sont amenés à pratiquer les retraits ou les partages en fait partiels que Charles en fait a développé, comment dirais-je, et vous a donné en fait les grandes lignes. Moi, je constate, en fait, comme l'a dit Charles, que la façon la plus simple, en fait, de régler le problème est d'aller en justice quand on a un sujet pour faire nommer, en fait, un représentant de la société et obtenir la signature du retrait partiel. C'est en général, dans 99% des cas, comme ça que ça se présente et que ça se pratique, en fait, dans les études, quand le sujet vient à être évoqué. J'ai eu, en fait... moi, à connaître 2 cas à titre personnel. J'ai obtenu en fait la nomination d'un représentant de manière assez rapide, et l'affaire a été réglée. Heureusement, en fait, pour revenir sur les propos de Charles, que dans mon cas à moi, je n'ai pas eu de difficulté pour établir le titre de propriété sur les parts. C'est ça le problème, en fait, c'est que dans les familles, on ne concerne pas forcément les papiers, hein, et quand on n'a pas ce titre de propriété, on est bien embêté pour arriver en fait à aller en justice pour demander et pour pratiquer le retrait, et on est souvent bloqué. Donc dès lors que on a passé cet écueil souligné par Charles, je pense que on peut s'en sortir de manière tout à fait acceptable. Et en ce qui concerne en fait le dernier sujet de la concurrence, alors moi, j'ai eu une expérience plusieurs expériences assez douloureuses, parce que ces sujets en fait de concurrence sont souvent des sujets qui, avec les grands acteurs en fait qui sont présents dans cette salle, se posent pas, puisqu'ils ont intégré en fait le sujet dans leur démarche préalable, et ça se fait naturellement. Les expériences en fait un petit peu douloureuses que j'ai eu à vivre correspondent à des expériences où on a des gens qui sont un petit peu moins allurés en fait sur ces sujets-là, qui n'ont pas anticipé le problème, et on se retrouve en fait à 15 jours d'une signature en se disant qu'on rentre dans le champ d'application des articles EL 430-1 et suivants du Code de commerce, qu'on est soumis en fait au contrôle de la concentration, et qu'on n'a pas fait de filing pour demander en fait l'autorisation qui va bien. Donc dans ces conditions-là, on est obligé de suspendre la réalisation de l'opération, comment dirais-je, à l'obtention en fait du feu vert de l'autorité de la concurrence, ce qui peut et on peut lisser effectivement un certain nombre de billes. Je rappelle que la sanction est absolument prohibitive dans l'hypothèse où on n'obtient pas en fait ce ruling de la part en fait de l'autorité de la compétence, de la concurrence, pardon, puisque elle peut aller jusqu'à 5% en fait du chiffre d'affaires du groupe, donc ce qui est absolument totalement, comment dire, exorbitant et absolument forcément à éviter, et que donc pour éviter cette sanction absolument catastrophique, on va retarder en fait
l'opération et obtenir le bon ruling. Mon expérience également m'invite à vous livrer également une réflexion. En général, ce qui est compliqué dans un ruling autorité de la concurrence, c'est de constituer le dossier. Après l'autorisation, finalement, on l'obtient assez rapidement de la part de l'autorité de la concurrence, mais la constitution du dossier, compte tenu en fait du nombre de pièces que demande l'autorité de la concurrence, prend un certain temps. Donc, pour résumer en synthèse, quand l'opération est bien anticipée, ça pose pas de difficulté. Hein, et c'est quand ça n'a pas été anticipé que là, effectivement, on a des difficultés, ce qui nous amène en fait systématiquement, quand on a plusieurs promoteurs qui s'associent pour faire une opération, à poser cette question quand on est le notaire du projet, le notaire d'une des parties, en disant est-ce que vous êtes occupé du filing autorité de la concurrence pour être délié, comment dirais-je, libéré de cette difficulté. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre journée. Merci pour votre participation. Comme vous avez vu, les questions que vous posiez, vous allez vous les poser toujours, avec des éclairages qui vous ont été donnés pour les bouées, mais la plupart des gens qui font du droit des sociétés connaissent, ou qui font de la copromotion connaissent ces bouées. Beaucoup de sujets n'ont pas pu être abordés parce que manque de temps et parce que c'est au fur et à mesure que les intervenants ont développé leur intervention. Il m'est venu des idées, notamment sur, par exemple, Gwenaëlle Durand-Pasquier et Madame Grelier. Ce matin, on parlait de la fin de la société. Mais que se passe-t-il une fois que la société est dissoute de plein droit, nous dit le Code, au bout des 10 ans. D'ailleurs, à ce sujet, M. Perrinet-Marquet, le Code de la construction prévoyait d'abord une durée maximale de 5 ans. Et donc, on a déjà gagné une durée de 10, on peut dire merci monsieur le législateur, maintenant il faudrait qu'ils enlèvent cette durée. Enfin bon, on ne sait même pas pourquoi ils l'ont mise, mais qu'est-ce qui se passe lorsque la société est propriétaire de logements non vendus et qu'elle est dissoute depuis plusieurs années? À qui appartiennent ces logements? Est-ce qu'on est dans une indivision? Charles Gisbert a dit tout à l'heure que la personnalité morale se poursuivait pour les besoins de la liquidation, mais quand personne n'a engagé la liquidation, est-ce que cette personnalité morale va vivre? Voilà, il y a des sujets extrêmement intéressants. Les cas de blocage dans les packs d'associés, moi, je pense qu'on peut faire un séminaire dessus, parce que c'est pas si simple et que parfois il vaut mieux ne rien prévoir et de dire je vais voir le juge plutôt que de prévoir des usines à gaz pour une opération de construction, etc., etc. Je vous remercie encore d'être venu, d'avoir participé. J'espère que ça a été clair pour vous. Les explications que vous avez reçues. Et donc, simplement, j'annonce que pour les adhérents de Juridim, il y aura une assemblée générale juste après. Et donc, nous serons accueillis en haut pour un cocktail. Et pour les autres, je vous souhaite un bon appétit. Et à la prochaine.